Salut, Léo. Tu apprends aussi la guitare? Oui, c'est ma première fois. J'ai toujours voulu en jouer. Salut, Olivia. Tu viens souvent ici pour nager? Oui, j'adore la brise marine et nager me détend. Salut, Ben. Tu prends le train tous les jours? Oui. C'est plus rapide que de conduire et je peux lire en chemin. Bonjour, Eva. Tu achètes de la nourriture pour ton chat? Oui, elle est difficile, donc je prends toujours sa marque préférée. L'exposition d'art moderne fermera 1 heure plus tôt aujourd'hui pour un événement privé. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée auprès de nos visiteurs. Le train de 15h15 à destination de la gare centrale a un retard de 20 minutes en raison de travaux sur les voies. Nous nous excusons pour ce retard. Les parents sont informés que les rencontres parents-professeurs auront lieu jeudi et vendredi. Veuillez réserver vos créneaux horaires en ligne. Le pique-nique annuel de l'entreprise est prévu pour samedi prochain au parc municipal. Les familles sont les bienvenues,
et une confirmation est requise d'ici mercredi. Bonjour, ici Rachel de la salle de sport FitLife. Nous vous contactons pour vous informer que votre abonnement arrive à échéance la semaine prochaine. Faites-nous savoir si vous souhaitez le renouveler ou y apporter des modifications. Bonjour, ici Tom de Brick Clean Service. Nous confirmons votre rendez-vous de nettoyage à domicile prévu pour vendredi à 10 heures. Si vous avez besoin de le reprogrammer, veuillez nous le faire savoir. Bonjour, ici Émilie de la clinique Petcar. Nous vous appelons pour vous rappeler le rendez-vous annuel de vaccination de votre chat ce jeudi à 15 heures. Bonjour, ici Daniel de EduLearn. Nous sommes heureux de vous informer que le cours en ligne auquel vous vous êtes inscrit, Programmation Python avancée, commence lundi prochain. Les informations d'accès vous ont été envoyées par email. Salut, c'est Sarah de l'agence TravelNow. Juste pour vous informer que votre itinéraire de vol pour Paris a été mis à jour. L'heure de départ est maintenant 18 heures au lieu de 16 heures. Bonjour, ici Mike du garage AutoCare. Nous vous appelons pour vous informer que l'entretien de votre voiture est terminé et qu'elle est prête à être récupérée à tout moment aujourd'hui avant 18 heures. Personne 1. Nous trions tout papier, verre, plastique. Nous apportons même les appareils électroniques au centre de recyclage spécialisé. J'ai appris à mes enfants à faire de même. Cela me semble simplement être la chose responsable à faire. Personne 2. Je recycle parfois, surtout tic. Si la poubelle est juste là, je l'utilise. Mais si je dois faire un détour, honnêtement, je ne le fais pas. Personne 3. Je ne suis même pas sûre de ce qui est recyclable ou non.
Je jette tout dans la même poubelle. Si la ville veut trier, qu'elle le fasse. Je n'ai pas le temps de lire les étiquettes. Personne 1. J'ai vendu ma voiture et j'utilise le bus et le métro tous les jours. J'organise mon emploi du temps en fonction des transports en commun. C'est fiable, moins cher et, honnêtement, meilleur pour l'environnement. Personne 2. Je prends le train pour aller au travail si la circulation est mauvaise, mais sinon, je conduis. C'est tout simplement plus confortable et ça fait gagner du temps, surtout le week-end quand les horaires sont limités. Personne 3. Je n'ai pas pris le bus ou le train depuis des années. Je me déplace partout en voiture. J'aime le contrôle et le confort de ma propre voiture, et je n'aime pas partager l'espace avec des inconnus. Bienvenue de retour sur Star Scoop sur 101.3 FM. Grande nouvelle d'Hollywood, l'acteur Chris Evans a confirmé son retour en tant que Captain America dans un prochain projet Marvel. Les fans sont ravis. Pendant ce temps, la sensation pop Olivia Rodrigo serait en train de collaborer avec BTS sur un titre estival. D'autres nouvelles du monde du divertissement arrivent après cette courte pause, ne touchez pas à ce bouton. Bonjour. Vous écoutez Rise and Shine Radio sur 100.4 FM. Voici votre dose quotidienne de motivation. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Prenez une grande inspiration, souriez, et attaquez votre journée avec détermination. Vous êtes capable. D'autres ondes positives et de la musique arrivent tout de suite. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Commençons par les bases. Comment définiriez-vous les troubles d'apprentissage, et quels sont les types les plus courants que vous rencontrez? Les troubles d'apprentissage sont des défis d'origine neurologique qui affectent la façon dont les élèves traitent, retiennent ou expriment l'information, ce qui est distinct de l'intelligence. Les types courants incluent la dyslexie, qui affecte la fluidité en lecture, la dyscalculie, qui touche la compréhension des nombres, et le TDAH, qui perturbe la concentration et le contrôle des impulsions. Ce ne sont pas des défauts, mais des différences dans le câblage cognitif. Comment ces troubles se manifestent-ils en classe? Un élève dyslexique pourrait éviter de lire à haute voix malgré une bonne compréhension des concepts, tandis qu'un élève atteint de dyscalculie pourrait avoir du mal avec les équations de base mais exceller en raisonnement verbal. Le TDAH mène souvent à des consignes manquées ou à des devoirs incomplets, même si l'élève comprend la matière.
La frustration liée à l'inconstance de bien performer un jour et le lendemain est caractéristique. Quelles stratégies les enseignants peuvent-ils utiliser pour soutenir efficacement ces élèves? Premièrement, la conception universelle. Proposer les supports sous plusieurs formats audio, visuels, pratiques. Deuxièmement, l'enseignement explicite. Diviser les tâches en étapes claires et plus petites. Troisièmement, encourager une mentalité de croissance en valorisant l'effort plutôt que les résultats. Par exemple, un enfant avec un TDAH pourrait réussir avec des pauses actives ou des outils de manipulation, tandis que les élèves dyslexiques bénéficient d'applications de synthèse vocale. La flexibilité est essentielle. À quel point l'identification précoce est cruciale, et quel rôle les parents jouent-ils? Une intervention précoce et transformatrice, les retards aggravent l'anxiété et les lacunes. Les parents doivent observer les schémas, comme un enfant qui aime raconter des histoires mais déteste écrire, et chercher des évaluations sans stigmatisation. Une collaboration entre parents, enseignants et spécialistes assure soutien adapté. Un parent m'a raconté que son enfant dysgraphique, autorisé à taper ses rédactions plutôt qu'à les écrire à la main, est passé de l'échec au premier de la classe. Une dernière pensée pour nos auditeurs. Ces élèves ne sont pas paresseux, ils surmontent des obstacles invisibles. L'empathie, l'adaptabilité et la célébration des petites victoires révèlent leur potentiel. Souvenez-vous, Einstein et Léonard de Vinci avaient probablement des différences d'apprentissage. Leur esprit fonctionnait simplement différemment, pas moins bien. De nombreux enseignants constatent un désintérêt croissant des élèves pour les études. Quelles en seraient, selon vous, les causes profondes? Ce n'est que rarement de la paresse. Souvent, les programmes scolaires ne reflètent pas la réalité des élèves, par exemple, enseigner l'algèbre sans lien avec la gestion de budget ou le codage. Ajoutez à cela des méthodes d'enseignement dépassées de type cours magistraux, et l'attention s'évapore. Mais il y a des causes plus profondes, l'anxiété liée aux notes, la pression familiale pour suivre des carrières sûres ou l'épuisement dû aux distractions numériques constantes. Un élève peut vouloir apprendre mais se désengager pour faire face à l'accablement. Comment les écoles peuvent-elles raviver la curiosité dans un tel contexte? Il faut d'abord faire la distinction entre désintérêt et évitement. Un élève qui évite les maths peut craindre l'échec, pas détester les chiffres. L'apprentissage par projet aide, par exemple, concevoir un podcast pour un cours d'histoire. Aussi, réduire les tests à fort enjeu. Les tâches à faible risque encouragent l'expérimentation. Enfin, le mentorat est crucial. Un enseignant qui remarque la passion d'un élève pour le changement climatique peut adapter les cours de sciences en débat sur la durabilité. Quel est le rôle des parents dans cette dynamique? Les parents confondent souvent les notes avec l'effort, ce qui aggrave le stress. Un enfant qui griffonne en classe est peut-être un visuel, pas un rêveur. Le dialogue ouvert sans jugement est essentiel. Au lieu de demander « Pourquoi ne révises-tu pas ?», demandez « Qu'est-ce qui t'enthousiasme ?» La passion pour les jeux vidéo peut mener au codage si on la considère comme une compétence, pas une distraction. La technologie est-elle un ennemi ou un outil? Les deux. TikTok réduit la capacité d'attention, mais les tuteurs IA peuvent personnaliser l'apprentissage. La solution n'est pas d'interdire les téléphones, mais d'enseigner la concentration, comme des pauses tech, pendant les sessions d'études. Par exemple, un élève fait des recherches en ligne mais se laisse distraire. Les enseignants peuvent fournir des stratégies pour filtrer l'information, transformant la distraction en pensée critique. Une conclusion à partager? Le désintérêt est un symptôme, pas la maladie. Il faut traiter l'écosystème, pas l'élève.
Les élèves citent souvent la gestion du temps comme une difficulté majeure. Quels sont selon vous les facteurs sous-jacents à ce problème généralisé? C'est un mélange de surengagement et de priorités mal alignées. De nombreux élèves jonglent entre emplois à temps partiel, activités extrascolaires et études, sans savoir ce qui compte vraiment pour eux. Ajoutez à cela les distractions numériques, le défilement infini ou le binge-watching, et leur perception du temps se déforme. Mais c'est plus profond. La pression sociale à tout faire crée de la culpabilité lorsqu'ils font une pause, alors ils évitent toute planification pour fuir la responsabilité. Quel lien avec la procrastination? La procrastination n'est pas de la paresse, c'est souvent la peur de l'imperfection. Un élève peut retarder un devoir en pensant « Si j'échoue, c'est parce que je n'ai pas essayé », ce qui protège son estime de soi. Inversement, la procrastination productive, ranger sa chambre au lieu d'étudier, semble gratifiante mais cache l'évitement. Le cerveau privilégie la dopamine immédiate aux objectifs à long terme. Quelles stratégies concrètes permettent de briser ce cycle? D'abord, un audit du temps, suivre ses activités sur une semaine pour repérer les gaspillages, comme 10 heures sur TikTok. Ensuite, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Puis, la procrastination structurée. Associer des tâches désagréables à des plaisirs, comme écouter un podcast en triant ses notes. Enfin, le time blocking, avec des marges, trop planifiées mène à l'épuisement. Et la technologie dans tout ça? Des applis comme Todoist ou Forest gamifient la concentration, mais les notifications sabotent la concentration. Un élève peut lancer un minuteur Pomodoro, puis être distrait par un simple message. La solution? Des zones tech. Mettre les appareils en sourdine pendant les sessions de travail intense et consulter ces messages par l'eau ensuite. Ironiquement, la technologie est la meilleure pour fixer les limites qu'elle perturbe elle-même. Un dernier conseil pour les élèves débordés? Mieux vaut fait que parfait. Un devoir rendu avec un B vaut mieux qu'un brouillon à plus rester dans votre tête. Et pardonnez-vous. La gestion du temps est une compétence, pas une caractéristique de personnalité. Le stress et l'anxiété sont de plus en plus signalés chez les étudiants. Qu'est-ce qui alimente cette tendance? C'est une tempête parfaite. La pression académique pour surpasser les autres, les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux, et les contraintes financières dues aux frais de scolarité ou au petit boulot. Beaucoup souffrent aussi d'une anxiété du futur, la peur de ne pas atteindre les standards de réussite. La pandémie a aggravé cela en isolant les étudiants et en flantant les frontières entre études et vie personnelle. Comment ces problèmes se manifestent-ils au quotidien? Physiquement. Fatigue chronique, maux de tête, insomnie. Émotionnellement. Irritabilité ou apathie. Certains s'épuisent à trop travailler, d'autres procrastinant pour fuir l'échec. Un élève peut faire défiler son téléphone pendant des heures pour engourdir son anxiété, puis paniquer toute la nuit pour finir un devoir, un cycle qui mine l'estime de soi. Quel rôle les écoles doivent-elles jouer? Au-delà des services de soutien, elles doivent normaliser la souffrance. Par exemple, des politiques d'assiduité rigides pénalisent les élèves en crise de panique. Des délais flexibles ou des journées santé mentale montrent que le bien-être est important. La formation du corps enseignant est essentielle. Un professeur qui remarque un élève replié peut offrir de l'aide, pas d'anction. Quelle stratégie recommandez-vous? Premièrement, les micro-récupérations, 5 minutes de respiration entre 2 cours. Deuxièmement,
Remettre en question les pensées catastrophiques. Si j'échoue à cet examen, est-ce vraiment la fin du monde? Troisièmement, les réseaux de pairs. Des gros groupes d'études pour partager le stress, pas seulement les notes. Enfin, limiter le doom scrolling avec des minuteurs d'appli. La comparaison vole la joie. Un message final pour les élèves débordés? Votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Demander un délai, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Souvenez-vous, un cactus survit aux périodes sèches. La résilience, ce n'est pas une croissance constante, c'est l'adaptation pour survivre. La technologie a transformé notre manière d'apprendre et d'enseigner. Les outils interactifs, les ressources en ligne et les classes virtuelles rendent l'éducation plus accessible et engageante. Les élèves peuvent apprendre à leur propre rythme et explorer des sujets au-delà des manuels. Cependant, un temps d'écran excessif peut être nuisible, et tout le monde n'y a pas un accès équitable. Les enseignants doivent utiliser la technologie avec discernement et veiller à ce qu'elle améliore et ne remplace pas l'apprentissage traditionnel. Lorsqu'elle est bien équilibrée, la technologie favorise la créativité, la collaboration et une compréhension plus profonde. C'est un allié puissant dans l'éducation moderne. Le travail d'équipe est essentiel dans les écoles, les lieux de travail et les communautés. Il s'agit de travailler ensemble vers un objectif commun, en utilisant les forces de chacun. Un bon travail d'équipe encourage la communication, le respect et la responsabilité partagée. Il aide à résoudre les problèmes plus rapidement et à créer des relations solides. Le travail d'équipe nous enseigne aussi à écouter, à faire des compromis et à valoriser les idées des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des réussites sont obtenues grâce à la collaboration. Que ce soit dans le sport, les affaires ou les projets scolaires, travailler en équipe rend les tâches plus efficaces et agréables. Ensemble, nous pouvons accomplir plus que seuls. Fumer nuit à la santé et peut provoquer de graves maladies comme le cancer, les problèmes cardiaques et les troubles respiratoires. Cela affecte non seulement le fumeur, mais aussi son entourage à travers la fumée secondaire. Le tabac est addictif et difficile à arrêter, mais de nombreux soutiens et traitements existent. Éviter de fumer améliore la fonction pulmonaire, prolonge la vie et réduit les coûts de santé. Les jeunes doivent être informés tôt des risques. Une vie sans tabac est plus saine, plus active et donne un bon exemple aux autres. Le système solaire se compose du Soleil et des corps célestes qui gravitent autour de lui, notamment 8 planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes. La Terre est la 3e planète à partir du Soleil et la seule connue pour abriter la vie.
Les planètes sont divisées en planètes rocheuses internes et géantes gazeuses externes. Comprendre le système solaire nous aide à situer notre planète dans l'univers. L'exploration spatiale a révélé des détails fascinants sur ces corps célestes. Le système solaire suscite la curiosité et une appréciation plus profonde pour la science et l'espace. Le recyclage aide à protéger l'environnement en réduisant les déchets et en économisant les ressources naturelles. Il transforme les matériaux usagés comme le papier, le plastique et le verre en nouveaux produits. Cela réduit le besoin de matières premières, la consommation d'énergie et l'espace dans les décharges. Le recyclage contribue aussi à diminuer la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde peut y participer en triant correctement ses déchets et en réutilisant les objets quand c'est possible. Apprendre aux enfants à recycler favorise des habitudes durables. De petites actions peuvent entraîner de grands changements quand chacun joue son rôle. Le recyclage est un moyen simple de prendre soin de notre planète. Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du corps et de l'esprit. Il aide à réparer les tissus, renforce le système immunitaire et soutient la mémoire ainsi que l'apprentissage. Le manque de sommeil peut entraîner des sautes d'humeur, une mauvaise concentration et des problèmes de santé. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil, tandis que les enfants en ont besoin de plus. Une bonne hygiène de sommeil inclut un horaire régulier, une routine calme avant le coucher et une réduction du temps passé devant les écrans. Donner la priorité au sommeil améliore l'énergie, la concentration et le bien-être général. Un esprit reposé est un esprit sain. L'amitié est un lien spécial entre des personnes basé sur la confiance, le soutien et le respect mutuel. Les vrais amis sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils écoutent, encouragent et vous aident à grandir. Les bonnes amitiés favorisent la santé émotionnelle et réduisent le stress. Il est important d'être gentil, honnête et compréhensif dans une relation amicale. Les conflits peuvent survenir, mais la communication aide à les résoudre. Consacrer du temps aux amis renforce les relations. L'amitié apporte de la joie et du sens à la vie. Un bon ami est l'un des plus grands trésors de la vie. La gestion du temps est l'art d'organiser et de planifier comment répartir votre temps entre différentes activités. Elle permet de travailler plus intelligemment, pas plus durement, et garantit l'atteinte des objectifs sans stress. Une mauvaise gestion du temps entraîne des délais manqués, de l'épuisement et une faible productivité. Une bonne gestion du temps permet d'équilibrer travail, repos et vie personnelle.
Les stratégies incluent la définition d'objectifs clairs, la priorisation des tâches, l'utilisation d'agendas ou d'applications, et l'évitement des distractions. La technique Pomodoro, travailler par courtes périodes concentrées, peut améliorer la concentration. Il est aussi utile de diviser les grandes tâches en étapes plus petites et de se récompenser pour les progrès réalisés. Le temps est une ressource limitée, une fois perdu, il ne peut être récupéré. C'est pourquoi bien le gérer est essentiel pour réussir à l'école, au travail et dans la vie. Développer cette habitude tôt peut mener à une vie plus organisée, concentrée et épanouie. Comme l'a dit Benjamin Franklin, le temps perdu ne se rattrape jamais. Le changement climatique est une altération à long terme des températures et des schémas météorologiques. Il est principalement causé par les activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et les processus industriels. Ces actions augmentent les gaz à effet de serre, entraînant le réchauffement climatique. Les effets comprennent la montée du niveau des mers, des événements météorologiques extrêmes et la perte de biodiversité. Lutter contre le changement climatique nécessite une coopération internationale, l'adoption d'énergies renouvelables et un mode de vie durable. Chaque individu a un rôle à jouer pour réduire son empreinte carbone. En consommant moins d'énergie, en recyclant et en soutenant des politiques écologiques, nous pouvons protéger la planète pour les générations futures. La musique est bien plus qu'un divertissement, elle affecte profondément le cerveau humain et les émotions. Écouter de la musique peut améliorer l'humeur, réduire le stress et augmenter la concentration. Différents genres suscitent différentes émotions. Des morceaux rythmés énergisent, tandis que des mélodies douces apaisent l'esprit. La musicothérapie est utilisée pour traiter l'anxiété, la dépression et même la perte de mémoire chez les patients atteints d'Alzheimer. Jouer d'un instrument améliore les compétences cognitives, la coordination et la discipline. La musique stimule aussi la créativité et unit les gens à travers les cultures et les générations. En éducation, elle améliore l'apprentissage et la mémoire grâce au rythme et à la répétition. Beaucoup se tournent vers la musique dans les moments émotionnels, fêtes, chagrins ou réflexions. C'est un langage universel qui parle à l'âme. Que vous soyez auditeur ou musicien, la musique enrichit la vie. En bref, la musique ne s'écoute pas seulement, elle se ressent. Elle nous aide à exprimer ce que les mots ne peuvent pas, ce qui en fait l'un des outils les plus puissants pour le bien-être émotionnel et mental.